Bonsoir à toutes et à tous, c'était MK Foot. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Monaco et PSG qui ont joué ce soir au stade Louis II pour le compte de la je ne septième journée de Ligue 1. On se retrouve. Bon, je suis un peu déboussolé avec ce match. Sans plus tarder, passons directement au générique de la vidéo. Alors pour ce match, désolé, mais on va le faire quand même parce qu'il faut le faire. C'est très important et intéressant malgré tout de le faire. On va parler petit à petit. Donc d'abord, je vais vous énoncer les compositions d'équipe, pardon, des deux côtés. Ensuite, on va parler du match petit à petit. On va le dénouer. Puis, on fera ensuite top, flop. On parlera en même temps, avant tout ça, pendant le match, quand on le débriefera, on va parler de certains joueurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, de mal. Beaucoup de mal ce soir, en tout cas côté PSG. Sans plus tarder, passons directement à la composition d'équipe. Et on va commencer par l'équipe qui était à domicile, donc Monaco, qui joue en 4-2-3-1 avec au cage Hradecki. Je ne peux pas le prononcer autrement puisqu'il mérite son nom. Les latéraux, c'était Caio Henrique à gauche, Vanderson à droite, les deux Brésiliens. En défense centrale, Thilo Kehrer, leur capitaine et ancien joueur du PSG. À côté de lui, on a Salissou. Milieu de terrain, on a Thésée et Lamine Camara. Sur les côtés, on a Akliouche et Golovin à gauche. En 10, on a Minamino, qui nous a fait mal ce soir. Et en 9, Folarin Balogun. Donc nous, de notre côté, le PSG, c'est un 4-3-3 et je vais être obligé de regarder la compo pour vous la dire. Parce que c'était une compo différente. Je ne vais pas dire mauvaise, mais différente. On en revient après parce que ça aussi, c'est quelque chose de très très important dans la réflexion qu'on a autour du match de ce soir et l'avis qu'on a sur le match de ce soir. Donc, 4-3-3 comme d'habitude, Lucas Chevalier au cage cette fois-ci. La charnière centrale, je viens tout juste de finir ma vidéo où je parle des deux sur mes autres réseaux, n'hésitez pas à aller voir TikTok, Insta, etc. La charnière centrale, c'est Pacho Marquinhos. La charnière centrale, c'est celle qui a été titulaire contre l'Inter en finale de Ligue des Champions qui nous a permis de remporter la première étoile du PSG. D'accord. J'y reviens après là-dessus. Les latéraux, c'est Lucas Hernandez, Zaïre Emery. Le milieu de terrain, pareil. Le milieu de terrain, c'est le milieu de terrain qui a été titulaire en finale de Ligue des Champions qui nous a permis de gagner 5-0 contre l'Inter Milan. C'est important à retenir. C'est vraiment important à retenir. On ne peut pas le retirer ça. Important. Donc c'est João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. Et en attaque, d'accord, on a Kvara, Mayoulou en 9 et Kanguini à droite. Bon. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, la compo, j'ai envie de dire énormément de choses, mais parlons du match. Et grâce au match, on reviendra sur ces 11 joueurs-là. Donc le match, vraiment, en fait, vas-y, allez, peut-être les 5-10 premières minutes, on met du temps à se mettre dans le match. Ça, il n'y a pas de problème, ça arrive à tout le monde. Tant que tu ne te prends pas 2-3 buts d'un coup, allez, deux buts rapides, c'est pas dramatique. Il y a eu ce moment-là, jusqu'à, on va dire, la blessure, la glissade de Lucas Chevalier où Lamine Camara justement le blesse, malheureusement. D'ailleurs, je ne vais pas vous mettre les images pour pas choquer certains d'entre vous qui peuvent être sensibles ou quoi, mais on a vu qu'après, le pied de Chevalier notamment a gonflé à la mi-temps. C'était pas beau à voir, mais jusqu'à ce moment-là, bon, on met un peu de temps et tout, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, c'est pas grave, mais voilà. Le PSG met du temps à se réveiller en début de match. Ensuite, il vient quelques minutes après cette action-là. Ça y est, on commence à rentrer dans le match. Monaco nous rentre dedans aussi, ça c'est quelque chose de très important et bien à noter. J'insiste sur ça parce que ça fait plaisir malgré tout d'avoir de la compétitivité en Ligue 1 pour le PSG. Donc on a ça qui se passe. Et Monaco, lorsque eux ont la balle, on les presse aussi. Donc on se réveille directement après cette action. Ça y est, le PSG est rentré véritablement dans le match. On joue de notre côté, eux aussi jouent leur jeu, chacun. Nous, on continue à faire notre circuit de passe, possession. Quand on perd la balle, pressing. Et vraiment, je sais même pas très honnêtement si j'ai déjà vu un pressing aussi fort du PSG depuis que Luis Enrique est là. Vraiment, je sais que ça contraste avec ce que je vais dire après et ce que je viens de dire jusque-là sur le match du PSG, mais Fabien Ruiz, Kvara, tout ça, le pressing qu'ils ont fait dès qu'ils perdaient la balle, c'était un truc de fou. C'était vraiment magnifique. Il y avait eux, il y avait Kanguini qui revenait en plus, João Neves, parfois il coulissait en latéral droit. Ça, de façon générale, c'était beau à voir. C'était beau à voir, mais ça, c'était pas suffisant parce qu'ensuite Monaco a continué de leur côté. Dès qu'ils avaient la balle, ils tentaient. Nous aussi, de notre côté, on a beaucoup tenté. C'est quelque chose qui m'a plu, notamment avec Kanguini. Et Kanguini, pour parler de son match, vraiment, je suis content de ça. Je sais que ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs matchs, plusieurs mois même qu'il commence à le faire. Mais Kanguini, la différence avec l'an dernier, c'est que cette année, il tente. Ça paraît bête dit comme ça, mais Kanguini, il tente des choses. Il réussit pas, ça c'est autre chose. Et franchement,
c'est mon avis personnel, mais ça m'est égal. Qu'ils réussissent ou non, ça c'est autre chose. Mais au moins, il tente des choses. Il tente. Et au bout d'un moment, ça lui réussira quand il dit. Peut-être que là, ce soir, ça n'a pas réussi, malheureusement. Mais qui sait, peut-être que dans un match ou deux, il mettra un doublé, un triplé. Il fera deux, trois passes décisives. On ne sait pas. Je dis pas que c'est. Je trouve que je suis même pas dans l'exagération quand je dis ça. Vraiment, c'est quelque chose que Kangini est capable de faire. Ce soir, il a été titulaire et il méritait d'être titulaire. Je lui en veux absolument pas. C'est pas lui le problème dans ce match-là. Mais en tout cas, il attendait des choses. C'est ça que je veux dire. Et c'est bien à l'exemple d'un Kvara aussi qui attendait des choses. Bon, encore une fois, ils réussissent pas, ça c'est autre chose. Là n'est pas le problème. Mais au moins ils ont tenté, ils ont proposé, et ça fait plaisir à voir. C'est pas des joueurs qui sont là où, je parle pas de Kvara, mais en tout cas l'année dernière Kangini, des joueurs yaourt nature qui sont là, qui font juste des passes en arrière, contrôle. Allez, sur 8 actions, comme je l'ai dit, ils vont tenter maximum une fois de faire un centre, de faire une passe laser. Tenter des choses, proposer des choses. C'est leur but, c'est leur métier, j'ai envie de dire. Et c'est quelque chose qu'ils ont fait ce soir. Ils ont bien fait, à mon sens. Bon, ils ont réussi, ils n'ont pas réussi. Comme je l'ai dit, ça, c'est à part. Encore une fois, on joue comme ça jusqu'à la mi-temps. Et à la mi-temps, j'ai fait une vidéo où j'en parle. Vraiment, la vidéo, c'est... Carrément, je suis dégoûté d'avoir autant raison dans la vidéo. Mais j'ai dit, jusque-là, on fait un match, on arrive à maintenir. On maintient. Juste, on tient les murs. D'accord, c'est bien. Sauf que si tu veux gagner le match... Vraiment, je vais dire des choses bateau, mais c'est réel. Si tu veux gagner le match, il faut faire quoi? Il faut marquer un but. Il faut pas juste être là à se dire, bon, ok, il y a 0-0, c'est bien, c'est pas mauvais. Vraiment, j'étais content du 0-0 parce que, surtout, j'étais content pour Lucas Chevalier en défense parce que c'est bien. Il tient un clean sheet, il a fait un bon match. Et vraiment, il a fait un bon match. Jusqu'à la mi-temps, malgré sa blessure, il a fait même jusqu'à la fin, Lucas Chevalier a fait un bon match. Et on peut vraiment, en tout cas, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur mes réseaux, c'est pas le premier sur lequel on peut revenir et le critiquer. Donc on fait un bon match jusqu'à la mi-temps. Ensuite, il y a des changements qui se font. Nous, notre équipe, je sais pas ce qui se passe, mais on joue moins bien. Vraiment, on joue moins bien. On essaie des choses, on propose toujours, mais moins bien. On le fait, il y a eu des problèmes. Et les problèmes, malheureusement, viennent de joueurs dont on s'y attend pas forcément. Notamment sur les... Ils l'ont relevé, les commentateurs. Daniel Bravo et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Ils l'ont relevé. Sur les coups de pied arrêtés, c'est pas assez. Le placement qu'on a, le PSG, sachant que c'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Déjà là, ça fait 2 matchs d'affilée. Mais même avant ça, de façon générale, pendant qu'ils étaient en train de le dire, Daniel Bravo et l'autre commentateur, j'étais en train d'y penser. Et dans mes vidéos, c'est malheureux. C'est pas pour prouver que j'ai raison ou autre. C'est juste la vérité. Dans mes vidéos d'avant-match, vous pouvez aller vérifier ces derniers mois, sur la saison dernière. Hein. Donc ça remonte facile à 3-4 mois si ce n'est plus. Quand je parlais du PSG, je disais souvent dans mes vidéos d'avant-match, ah le PSG on joue bien, d'accord c'est bien et tout. Même dans les débriefs de match directement, je disais on joue bien, mais le problème c'est quoi? Attention à la concentration en défense. Attention à la concentration en défense. Je disais pas qu'on était mauvais en défense. Attention, ces deux choses à dissocier l'une de l'autre. Je disais que il fallait être capable de pouvoir se concentrer durant tout un match, de ne pas faire d'erreur, de ne pas se jeter bêtement sur une action, de ne pas être bien placé, de ne pas anticiper, de ne pas tout calculer, de ne pas tout intercepter. Évidemment que c'est pas quelque chose de facile à faire. Mais si tu estimes être la meilleure équipe du monde, chose qui m'a été beaucoup dite et même reprochée quand j'ai fait une vidéo justement sur Kangini où je disais il est tellement fort que ce mec, il peut mériter plus que le PSG. C'était une façon de parler pour dire que en gros, il était le meilleur sur le terrain quand on jouait. Donc forcément, il est le meilleur quand il y a le PSG qui joue, n'importe quelle autre équipe, Real, Barça, Liverpool, qui vous voulez. C'était une façon de parler. Je préfère aussi expliquer ce point-là. Mais sinon, si tu estimes justement être la meilleure équipe qu'on dit, le top 1, c'est-à-dire que personne au monde, c'est pas qu'en Europe, c'est personne au monde ne joue mieux que toi. Donc, également la défense, personne ne défend mieux que toi. Comment ça se fait qu'on se prenne des buts aussi bateaux? Que ce soit contre Tottenham, que ce soit là ce soir contre Monaco. Et je parle pas que du but, mais même le but hors jeu de Thésée qui a été marqué. Enfin, c'était Salissou, justement, Thésée était hors jeu. Ce genre de choses, vraiment, je comprends pas. En fait, pour moi, on peut pas m'expliquer que on est la meilleure équipe du monde et on fait ce genre d'action dans la même semaine. Vous pouvez pas me dire qu'on a la meilleure équipe du monde et qu'on a cette défense-là. Vraiment, je suis désolé. Soit vous êtes de mauvaise foi, soit vous êtes des footix. Je sais pas. Il faut choisir. Il faut vraiment choisir pour moi parce qu'on peut pas dire les deux en même temps. Et attention, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo où j'en parle sur les réseaux sociaux, évidemment, Pacho et Marquinhos, ce sont d'excellents défenseurs. Ils font facile partie, allez, je vais être gentil, du top 5 des défenseurs actuels. Mais là n'est pas le problème. C'est juste que sur cette récente période, du coup, qui vient à peine de se créer, peut-être qu'il n'existe pas encore et qui va très vite s'effacer, je l'espère. Mais en tout cas, ce sont deux joueurs qui ont été mauvais sur les duels aériens, sur les interceptions, sur le placement, sur les coups de pied arrêtés. Et quand tu fais tout ça et t'es défenseur central, pour moi, ça pose problème. Et Pacho, j'ai un problème avec lui. Je suis désolé, je l'ai déjà dit plein de fois, je vais le redire encore une fois.
Pacho n'est pas bon balle au pied. Il n'apporte pas. Donc, si tu apportes si peu offensivement dans la relance, etc., qui fait que on a du mal derrière à avancer vite, là où est d'ailleurs la force initiale du PSG, c'est-à-dire jouer vite. Vitinha, il redescend souvent pour récupérer le ballon, vite, balle au pied, tout ça. T'as Fabien Ruiz qui descend, tout le monde descend. Et si toi, en plus de ça, t'arrives pas à faire ça et que, en plus de ça, comme si c'était pas assez, t'es pas bon dans ton truc initial ou vas-y. Ce qui fait qu'à la base, Pacho, on lui reproche rien parce qu'il est super fort, c'est-à-dire être bon en défenseur central, être un rock, comme on dit, être un stopper, être un mec qui intercepte tout. Donc, un défenseur à l'ancienne, comme on peut dire. Si ça, t'arrives pas à le faire, Pacho, je suis désolé, mais t'es bon à quoi? T'es bon à quoi? Évidemment, c'est que sur 2 matchs, comme je l'ai dit. Je veux pas parler trop vite, faut prendre des pincettes, mais sur 2 matchs comme ça, Pacho, c'est pas bon ce que tu fais. Marquinhos également, mais Marquinhos, à la limite, il est bon à la relance. À la limite, il est bon au jeu au pied. C'est un bonus. Donc, je dis pas que Pacho, il doit forcément être super bon balle au pied. On le voit avec Beraldo, c'est pas assez. Il faut être capable de pouvoir faire les deux. Le joueur le plus complet actuellement qu'on a au PSG, capable de concilier et la défense et en même temps le jeu balle au pied, c'est Marquinhos. Marquinhos qui a été mauvais également ce soir, mais tu dis au moins, ah vas-y, tranquille, il a fait ça, au moins, c'est quelque chose qui est bien. Alors que là, Pacho n'est pas bon à ça non plus. Et on le voit à la 89e ou je sais plus, dans les dernières secondes du match, Pacho, il est là, il propose, il est là, balle au pied, mais il y a des fois où il pourrait faire, je sais pas, un lob dans la surface, un petit piqué pour un joueur qui est sur les ailes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait la passe à Lucas Hernandez qui est à quoi? À 5 mètres, 10 mètres de lui, grand maximum. Il fait jamais plus. Encore une fois, comme je l'ai dit, peut-être qu'il n'est pas capable de faire plus, peut-être qu'il n'a pas la qualité pour, et qu'il a l'intelligence de se dire, bon, moi je suis pas capable de faire plus. Mais dans ce cas-là, là où tu es censé être fort, vraiment optimise tout, mets le maximum. Et comme je l'ai dit, c'est que sur 2 matchs, c'est pas grave en soi. Mais qu'est-ce qui me dérange vraiment dans ce match-là? Qu'est-ce qui fait que je suis autant dégoûté? C'est qu'on perd contre Monaco. Et c'est pour ça, vous voyez le titre de la vidéo, sans attente, mais déçu. Pourquoi déçu? Parce que c'est Monaco. Vraiment, j'aurais pas mis ce titre-là contre une autre équipe, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, peu importe. J'aurais pas mis ce truc-là et parce que j'aurais pas eu autant ce problème-là. Mais avec Monaco, il y a un historique. Franchement facile, sur les 4 dernières saisons, 5 dernières saisons, je suis gentil. Contre Monaco, on a du mal. À chaque fois, je sais même pas ça fait combien d'années que Monaco, on n'a pas fait sur une saison même, on n'a pas fait des victoires aller et retour contre eux. C'est-à-dire dans leur stade et dans notre stade. Ça fait tellement longtemps parce que personnellement, j'en ai pas ou plus le souvenir. Ça doit peut-être dater de l'époque où il y avait encore Cavani au PSG ou d'anciens joueurs comme ça, Matuidi, tout ça. Et j'abuse pas du tout quand je dis ça. Je suis très sérieux. Mais contre Monaco, on a du mal. Et comme je l'ai dit dans mes vidéos sur TikTok, etc., n'hésitez pas à aller les voir si jamais. Parce que parfois, j'apporte de façon différente et d'autres aspects du match. Donc, ça peut être intéressant, même si ici, le débrief reste plus complet. Monaco, on a du mal. Que ce soit un entraîneur différent, que ce soit une tactique différente, que ce soit des joueurs différents, des saisons différentes, pourquoi on a du mal contre eux? Même le stade, qu'on joue chez eux ou chez nous, ça change rien, je trouve. On a du mal contre Monaco, c'est comme ça. Je comprends pas pourquoi. Voilà, c'est notre chat noir, j'ai envie de dire, au PSG. En Europe, notre chat noir, ça reste quand même le Bayern, contre qui on a du mal ces dernières années. Et en Ligue 1, c'est notamment, enfin, globalement, ça reste Nantes et Monaco. C'est vraiment les deux où on a du mal. Je ne sais pas pourquoi, de façon générale, le PSG, c'est comme ça. Et donc, pourquoi je reviens sur ce titre? Pourquoi je mets sans attente mais déçu? Parce que j'ai pas, malheureusement, c'est très malheureux ce que je dis, hein. C'est pas positif pour le PSG. Mais je dis qu'on n'a plus d'attente. Enfin, en tout cas, personnellement, je n'ai plus d'attente dans ce match-là parce que c'est Monaco. Si on perdait franchement, si on fait la même performance contre Lorient, on fait la même performance contre Auxerre, contre le Havre, contre une équipe moyenne, aller même de milieu tableau au PSG, en Ligue 1, je veux dire, franchement, ça ne m'aurait pas dérangé. Je me serais dit, bon, c'est un mauvais match, on a perdu, c'est pas grave, on va de l'avant. Sauf que là, c'est contre Monaco, encore une fois, encore et toujours. C'est ça le problème. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas d'attente parce que c'est Monaco et le PSG a l'habitude de perdre ce genre de match, mais je reste déçu. Pourquoi? À cause de la performance contre Monaco, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que je reviens sur le truc de meilleure équipe du monde. Je ne suis pas contre ce titre-là, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu estimes être la meilleure équipe du monde, il faut être capable de gommer ce genre de petits détails. Parce que ce genre de petits détails fait que, malgré que tu puisses être à minima top 3, top 2 des meilleures équipes du monde actuellement, et même sur la dernière année, si tu vas être capable de faire encore plus, qu'est-ce qu'il faut? Gommer ce genre de petits détails. Qu'est-ce que j'entends par là? Être meilleur contre les équipes où on a du mal parfois en Ligue 1.
être tout le temps régulier, faire une saison où potentiellement on est invaincu en Ligue 1, faire ce genre de choses, parfois on n'a pas l'habitude justement. Faire plusieurs matchs d'affilée, des victoires consécutives, être capable d'enchaîner les clean sheets, être capable d'être bon dans les coups de pied arrêtés, ce genre de choses, vraiment, au final, c'est pas ça qui fait qu'on va gagner ou non la Ligue des Champions, mais c'est des détails qui font que tu peux être super fort à long terme. Par long terme, j'entends pas uniquement une seule saison. J'entends être capable d'être bon sur 3, 4, 5 saisons avec des joueurs différents à chaque fois parce que le mécanisme, on l'a compris et il roule bien. C'est tout le temps la même chose. Par exemple, Liverpool, des années 2020 à 2023 à 24, ils étaient globalement bons. Même 2018 à 2024, ils étaient bons. Pourquoi? Parce que Jürgen Klopp avait instauré quelque chose, a fait que globalement ils étaient bons, ils avaient réussi, le circuit était bien huilé. Nous, il faut qu'on soit capable de faire la même chose. Donc c'est ce genre de petits détails où contre Nantes, contre Monaco, contre Strasbourg, ce genre de match que vous avez compris de façon générale, parfois en Coupe de France, ne pas se prendre des buts bêtes comme ça, ne pas se prendre des buts de casquette. Et évidemment, en Ligue 1, on le sait, pour ceux qui regardent vraiment la Ligue 1, qui connaissent le football français, c'est difficile. C'est vraiment un championnat qui est difficile, qui est rigueux, qui est physique. Donc, évidemment que parfois on va perdre des matchs, évidemment que parfois on va se prendre des buts. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que ça soit tout le temps répétitif. Ça arrive une fois ou deux max dans la saison. C'est pas grave, mais ça arrive autant de fois. Pour moi, ça reste problématique. Au final, je ne crains pas la victoire finale en Ligue 1, le classement, tout ça, qu'on puisse être premier. Même si, attention, là, on peut perdre. Enfin, potentiellement, je pense qu'on malheureusement on va la perdre, cette première place en Ligue 1. Donc, il y a Lens et Marseille pardon, qui peuvent prendre cette première place. On ne sait pas encore à voir. Mais là-dessus, je me fais pas de soucis. Mais je me dis, si tu veux juste être je parle du statut, enfin de l'étape de-dessus. Si tu veux être la meilleure équipe du monde à long terme, comme le Real Madrid l'a fait les 3 années où ils ont gagné la Ligue des Champions, le Bayern notamment en 2020, etc. Si tu veux vraiment viser la perfection, le maximum, le total du total et être ultra ambitieux, je parle pas de uniquement ambitieux, mais ultra ambitieux, viser le top du top, ce à quoi aspirent les joueurs du PSG et notamment le staff et Luis Enrique lui-même, je pense. Et bah ce genre de petits détails, il faut les gommer. Pour moi, c'est vraiment dérangeant, c'est vraiment problématique. C'est ça qui fait que oui ou non, derrière, tu vas potentiellement faire d'excellentes choses et marquer une période dans le football. Pas uniquement au PSG, parce que, comme je vous l'ai dit, on l'a déjà fait. On marque déjà l'histoire du PSG. Ça, c'est pas un problème. C'est un jeune club, donc forcément, tu vas le faire petit à petit. Mais si tu veux marquer l'histoire du football, que les gens se souviennent de toi, que les gens se souviennent d'une grande équipe du PSG et se dire, ah, il y a eu le grand Milan, il y a eu le grand Amsterdam, il y a eu le grand Barça, ce genre d'équipe-là. Et tu veux aussi mettre plus tard, tu veux pouvoir mettre ah, il y a eu le grand PSG des années 2020, il faut que tu sois capable de faire ce genre de prestations à long terme. Donc vraiment, ça paraît être un détail, mais croyez-moi que plus tard, dans les manuels d'histoire du PSG, on va se rappeler de ce genre de choses. Dans les manuels d'histoire du football, on va se rappeler de ce genre de choses. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un petit détail qui a beaucoup son importance. Et comme je le dis, moi, ce qui me dérange, c'est que ça soit contre Monaco. Vraiment, on perd ce match-là contre Lyon, contre même Marseille, ça m'aurait pas autant dérangé. Évidemment que ça me dérange. Ça reste un classico, c'est important. Mais là, contre Monaco, ça devient perturbateur. Ça devient perturbateur. Et dans l'histoire du PSG, moi, c'est quelque chose que je retiendrai. Le fait qu'on perde autant contre Monaco, comme je le dis, autant contre Nantes, parfois Strasbourg. La saison dernière, malheureusement, on a perdu ce record d'invincibilité contre Nice. C'est des petits détails, mais qui font qu'au final, ça joue. Et vraiment, je vais redire la compo, je vais vous la montrer parce que c'est quelque chose qui me choque. Un instant. Les titulaires, enfin, ceux sur lesquels on peut débattre titulaire ou non, c'est qui? Mayoulou numéro 9, Lucas Hernandez latéral gauche, Zahir Emery latéral droit. Sur les trois que je viens de vous citer, les deux latéraux, donc Zahir Emery, Lucas Hernandez, ont fait un très bon match. J'ai rien à leur reprocher personnellement. Mayoulou numéro 9, c'est même pas qu'il a raté des choses, il a été invisible. Donc ça, c'est autre chose. Mais tous les autres sont des joueurs qui actuellement méritent d'être titulaires. Donc, Lucas Chevalier, Willian Pacho, Marquinhos, Vitinha, Fabien Ruiz, João Neves, Kangin Lee, Kvaratskhelia. Tous ces joueurs-là méritaient d'être titulaires ce soir. Donc on ne peut pas me dire, oui, mais parce que la composition, c'était pas celle qu'on avait de base. Oui, on n'avait pas tous nos joueurs. Dembélé est rentré pendant le match. Que ce soit 10 secondes ou même 45 minutes, je m'en fiche. C'est la même chose. Dembélé est rentré dans le match. Qui d'autre est rentré? De notre côté, Ibrahim Baye, Ndjantou et Gonzalo Ramos. Pour moi, de façon générale, ce sont des joueurs qui peuvent apporter des choses au PSG, qui ont le niveau pour jouer au PSG. Et du côté de Monaco, très honnêtement, je trouve qu'aucun joueur n'a le niveau pour jouer au PSG. Donc, le fait de perdre ce match, comme je vous l'ai dit, c'est d'autant plus frustrant, d'autant plus énervant. Mais bon, comme je vous l'ai dit, au final, c'est pas si important que ça si on essaie de prendre du recul. Là, je vous parle à chaud, mais en essayant d'amener une certaine réflexion. Mais ça, comme je vous l'ai dit, en fait, si on veut marquer l'histoire du football,
C'est ce genre de choses dont il faut être frustré. Mais si on veut juste être là en mode ah vas-y on va gagner la Ligue 1, c'est pas grave. Bah oui c'est pas grave effectivement. Mais tout est une question en fait d'ambition et d'objectif. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça le truc. C'est par rapport à ça qu'on peut être frustré ou non. Parce que sinon en soi comme je vous l'ai dit, perdre 1-0 contre Monaco c'est pas dramatique. Bon, quoi qu'il en soit, merci de m'avoir écouté. C'était TMK Foot. On se dit à une prochaine. Et la vidéo du latéral droit arrive très prochainement, ça je vous le promets. Vraiment, je sais que je fais que de la teaser. Là, elle arrive vraiment très prochainement. Et ce soir, par contre, il y aura la vidéo, enfin un débrief sur le match de finale de Copa Libertadores, donc la finale de Coupe du Monde, enfin la finale, pardon, de Ligue des Champions sud-américaine entre Palmeiras et Flamengo. Évidemment, moi je vais soutenir une des deux équipes, Flamengo, pour ce match-là. Je vous expliquerai pendant le débrief même pourquoi. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine. Salut. Enfin, à ce soir directement.